Ce podcast vous est présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. Bienvenue dans Transfert, un podcast de Slate.fr. Vous êtes chez vous, en train de ranger votre linge propre, vous pliez des t-shirts, ou bien vous êtes en voiture, vous avez branché votre téléphone en Bluetooth et vous êtes bien content que ça fonctionne. Regardez par la fenêtre, les gens autour de vous, les autres. Il leur est probablement arrivé quelque chose dans la vie que vous rêveriez de savoir et dont ils ne soupçonnent pas eux-mêmes que ça nous intéresse. Quelque chose qui ressemble à ce que vous avez vécu, ce que vous rêvez de vivre, ou ce que vous redoutez. Dans Transfert, ce sont ces histoires-là qu'on va vous raconter, toujours vraies. Je m'appelle Charlotte Pudlowski et aujourd'hui vous allez entendre l'histoire d'Hugo. Vous allez trouver qu'il est vraiment bizarre. Et peut-être que cette histoire changera votre rapport à votre ville, à vos voisins, à votre appartement, peut-être même à vos fenêtres. C'est Baptiste Etchegaray qui est allé le rencontrer. En fait, le problème, c'est que c'est une histoire qui est assez embarrassante, c'est-à-dire qu'elle donne une image de moi assez effrayante. En général, c'est une histoire que je raconte quand je suis très ivre et un peu que je veux faire mon intéressant, ce qui est souvent malheureusement le cas quand je suis ivre. Elle est embarrassante parce que je sens que c'est une histoire dans laquelle j'ai vraiment beaucoup dépassé les bornes. Et j'ai fait des choses qui sont proprement inacceptables du point de vue du respect de l'individu. J'ai un peu honte. Il y a un truc de perversion, en fait. C'est une histoire de perversion. On pourrait commencer comme ça. C'est une histoire de perversion. C'est donc une histoire qui date de quand j'ai emménagé dans l'appartement dans lequel nous sommes. Donc j'emménageais en couple à l'époque. J'avais 21 ans. J'emménage dans cet appartement qui est un appartement bourgeois. Moi, j'avais toujours vécu dans un studio et ça représentait un truc, tu vois, de s'installer en couple, arriver dans un appartement. Et un truc de réussite. J'en tremble tellement j'ai honte. Et donc, il s'avère qu'au moment où je m'installe ici avec ma compagne de l'époque, on se rend compte que dans l'immeuble d'en face, donc en fait, c'est l'immeuble qui donne dans la rue de derrière, mais on a une cour commune avec eux, on se rend compte qu'il y a un couple qui est en train d'emménager aussi. Donc nous, on est dans nos cartons et en train de poser des étagères dans la cuisine. Et eux, ils font la même chose. Et manifestement, ils ont le même âge que nous. Enfin, on a l'air un peu pareil. Et je me dis, tiens, ça peut être sympa, un truc qui se crée. Moi, j'ai grandi beaucoup en regardant Friends et je me suis toujours dit qu'il fallait avoir des relations intimes avec les gens à côté desquels on vit. Et je me disais, ça pourrait être cool, quoi. On va être voisins de cuisine pendant peut-être de longues années. Moi, je me voyais vivre dans cet appartement pendant longtemps, eux aussi. Et je me disais, tiens, c'est rigolo. On va pouvoir un peu vivre des vies parallèles, comme dans la chanson de Vincent Delerme. Et donc, je me dis, on va créer du lien. Et moi, je suis assez comme ça... à me dire, on peut parler aux gens, tu vois, on se voit de fenêtre à fenêtre. Et donc, je leur dis bonjour et j'ai pas de réponse. Et là, je me dis, mince, il va y avoir un problème. Peut-être qu'ils m'ont pas entendu ou voilà. Puis donc, je les recroise à plusieurs reprises. À chaque fois, je fais des signes de la main et en fait, ils m'ont jamais vraiment répondu. Une fois, il s'est avéré qu'ils m'ont répondu et je leur ai dit, écoutez, on pourrait peut-être faire connaissance. Vous venez d'emménager, on vient d'emménager, ça pourrait être sympa. Je serais curieux de voir chez vous, machin. Et j'ai senti qu'ils étaient assez réticents, qu'il y avait un truc de... On va pas se mélanger, quoi. Et en fait, ça m'a rendu fou. Ça a duré sur plusieurs années où cette folie n'a fait qu'empirer et où j'ai eu un vrai besoin viscéral de m'immiscer dans la vie de ces gens qui me refusaient accès à leur vie. En fait, je trouve qu'il y a un truc particulièrement absurde dans l'architecture collectiviste et le fait qu'on vit si proches les uns des autres. Et j'ai cette image qui me revient assez souvent de si on faisait tomber les façades de tous les immeubles, en fait, on nous verrait tous dans nos petites cellules, les uns à côté des autres. Et en fait, on ne se voit pas, on ne se parle pas, on n'existe pas les uns pour les autres. Alors que si on imagine les immeubles sans façade, mais c'est ahurissant de voir à quel point on est proche, quoi. Et tu vois, quand je suis dans mon lit qui donne sur le mur mitoyen avec mon voisin de palier, en fait, je sais que parfois mon voisin est à 20 centimètres de moi. Et c'est un voisin qui à part me dire bonjour, n'entretient aucune forme de rapport avec moi. Et ça, c'est un truc que je trouve absurde. Et
quand de surcroît j'avais cet intérêt pour mes voisins, on va les appeler Steph et Joe. En fait, c'est le surnom que je leur ai donné avant de savoir qui ils étaient. Je trouvais qu'elle avait une tête à s'appeler Stéphanie et lui qui pouvait s'appeler Jonathan, qui sont des prénoms que j'aime pas particulièrement, mais bon, Steph et Joe, je trouvais que ça leur allait bien. Et Steph et Joe, je me disais, il y a un truc de symétrie, de par le fait qu'il y a cette symétrie centrale au centre de la cour qu'on a commune. Et du coup, il y a eu une vraie violence pour moi. Et du coup, j'ai eu un jour la curiosité d'aller regarder leur nom sur leur boîte aux lettres. Et j'ai appris qu'ils s'appelaient pas Steph et Joe. Donc il y avait effectivement plein de noms. Et en fait, c'est là, au moment en fait, où j'ai commencé à faire des recherches pour savoir lequel de ces noms il pouvait être, que j'ai commencé à vriller en fait. J'ai enregistré plein de noms, j'ai pris en photo le nom de toutes les boîtes aux lettres où potentiellement ça pouvait être eux. Il s'avère qu'on habite à Belleville, donc il y avait beaucoup de noms asiatiques et que eux ils ne l'étaient pas. Et je suis rentré chez moi avec ces photos sur mon téléphone et ces noms potentiels et j'ai commencé à regarder tous les couples qui vivaient dans l'immeuble d'en face et puis je suis tombé sur eux. Par élimination majoritairement, enfin en fait en tapant les noms dans Google, tu vois que en fait non, Sandrine et Cédric c'est d'autres gens et quand je suis tombé sur leur vrai nom et que j'ai vu que ça pouvait correspondre, j'ai un petit peu creusé et voilà, j'ai su que c'était eux et j'ai su leur vrai nom. Et puis donc j'ai commencé à regarder, j'ai commencé par leur profil Facebook et puis j'ai vu qu'ils avaient un blog et puis j'ai vu que lui il faisait de la musique et donc il avait, on était encore un peu sur MySpace à l'époque, ensuite j'ai vu son SoundCloud. Au début, je m'en suis tenu là, à me dire, j'ai des informations sur eux et c'est bien. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était des gens, de par leur activité professionnelle, lui, il était un peu graphiste, il l'est toujours un peu. Elle tenait un blog un peu, voilà, lui, il faisait de la musique. Enfin, des jeunes gens branchés, comme on dit, qui, comme moi, sont nés à la fin des années 1980 et qui donc ont une vie sur Internet assez présente. Et je me suis rendu compte que c'était possible d'avoir de plus en plus d'informations sur eux et de surcroît de suivre leur quotidien. Et donc, en fait, par le biais d'Internet, j'ai réussi à avoir en fait tout ce qui m'interdisait d'avoir, notamment des photos de leur appartement, parce qu'ils aiment bien chiner, gna gna gna. Et donc, je voyais de temps en temps, ils ont acheté un fauteuil et je voyais leur salon. Et effectivement, je voyais ce fauteuil et je pouvais en voir plus en fait. Et puis ça m'a suffi pendant un temps, jusqu'au moment où je me suis dit, en fait, j'ai besoin de plus. Et je voyais que dans un rapport humain réel, ça ne fonctionnait toujours pas. Enfin, il refusait toujours de me dire bonjour. On s'observait vraiment énormément. Hein, vraiment, surtout lui d'ailleurs, Joe. Enfin, vraiment, on se regardait de cuisine à cuisine et de chambre à chambre avec un truc à un moment, il va falloir qu'on se parle, sauf que lui refusait toujours. Et un jour, je les ai croisés dans la rue et je les ai appelés par leur prénom. Et j'ai vu en fait un vrai blocage. Enfin, j'ai vu que il détestait ça, vraiment. Et en fait, c'est là où il s'est à nouveau passé un truc en moi, où je me suis dit, en fait, c'est possible de rentrer dans leur vie et d'arriver à créer quelque chose. En fait, même si c'était une réaction désagréable, j'ai vu qu'ils réagissaient. Et du coup, j'ai poussé le curseur assez loin. Et puis, j'en suis venu à aller loin, quoi. Par exemple, lui, j'ai donc découvert qu'il était DJ et qu'il mixait. Et en fait, le jour où il a sorti une espèce d'EP ou je sais pas quoi, évidemment, comme j'avais plein d'informations sur lui, je savais que cette EP allait sortir et donc on pouvait trouver sur Internet la musique qu'il mixait. Et je me suis dit, tiens, mets-la chez toi, à fond, avec les fenêtres ouvertes et regarde ce qui se passe. C'est ce que j'ai fait. Et donc, évidemment, ils étaient chez eux, ils ont ouvert les fenêtres et ils ont vu que ça venait de chez moi. Et donc, il a vraiment fallu que je me mette à un moment donné à quatre pattes pour traverser l'appartement et ramper. Et en fait, de me voir faire ça, ma copine m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu fais?» Et j'ai dit: «En fait, la musique qu'on entend là, c'est de la musique des voisins. Donc en fait, ils sont à la fenêtre en train d'essayer de savoir d'où ça vient et ils peuvent pas nous voir». Et donc du coup, je lui ai dit: «Si tu veux traverser, en fait, à moins d'être alpagué par eux, il va falloir que tu te mettes à ramper». Et là, elle m'a dit: «Non, en fait, c'est pas possible, je vais pas me mettre à ramper dans mon propre appartement parce que, tu es dans un délire de il faut attirer leur attention d'une façon ou d'une autre». Et là, pour le coup, elle était assez, ouais, elle était en colère contre moi et elle a pas trouvé ça drôle du tout, quoi. Peut-être que je me serais arrêté à un moment donné si elle m'avait dit, «Écoute là, mon pauvre ami, tu vas vraiment trop loin. On ne fait pas ces choses-là, c'est irrespectueux», peut-être que ouais, ça aurait été un frein. Elle m'a jamais dit: «C'est malsain».
Mais je sais que ce jugement était là rétrospectivement. À une époque, il y avait à Beaubourg une exposition d'un artiste dont j'ai oublié le nom. Et il y avait un photomaton à cette exposition où tu pouvais te prendre en photo. Ils en ressortaient avec une grande affiche de toi avec un point indien là, entre les deux yeux sur le front. Et ils y étaient allés. Et Steph, en fait, avait mis au-dessus de son lit cette photo de cette exposition. Et il s'avère que donc, nos cuisines sont face à face et nos chambres sont face à face. Et donc je voyais cette photo tous les jours. Et un jour, je me suis dit, bah, je vais faire pareil, quoi. Et donc je suis allé à l'exposition et j'ai fait le photomaton et je l'ai mis au-dessus de mon lit en évidence pour qu'il le voie. Et puis je laissais les fenêtres ouvertes et je restais près de la fenêtre. Et quand on se voyait, je me doutais bien, tu vois. Et je pense qu'ils ont vu cette photo et ils ont forcément dû se dire, bon, bah, c'est le type d'en face qui a vu qu'on avait ça et qui a voulu faire pareil. Et pareil, aucune réaction. C'est-à-dire qu'un jour, je les ai vus à ce moment-là et ils ont de nouveau fermé les rideaux. Et moi, j'ai dit, mais hello, enfin, on va en parler. Et non, toujours pas. Et ensuite, il y a eu une période où ils sont partis en vacances. Ils ont donc sous-loué leur appartement. Et je me suis dit, il y a un truc à jouer à ce moment-là. Quand ils vont rentrer de leurs vacances, je serai chez eux. Je serai dans leur appartement le jour où ils rentreront. Et c'était un défi que je me suis fixé. Et je me suis dit, c'est très simple, il suffit de sympathiser avec les gens qui occupent leur appartement en leur absence. Et donc j'y suis allé, j'ai sonné, et j'ai dit bonjour, je suis un ami de Steph et Joe. Ils m'ont dit qu'ils partaient en Amérique du Sud. Et bah voilà, comme moi je suis dans le quartier depuis longtemps, on s'entend bien. Ils m'ont dit de venir vous saluer si vous avez besoin de trucs et tout. Et en fait, là, les gens m'ont dit non, mais en fait, on sait qui tu es. Et j'ai dit comment ça? Ils me disent oui, t'es le voisin d'en face. On sait quoi. Et j'ai dit mais non, mais n'importe quoi. On est amis, tu vois. Et j'ai commencé à essayer de leur raconter une histoire. Et en fait, ils m'ont refusé l'entrée. D'un côté, ça m'a vraiment vexé. Et d'un autre côté, ça m'a terriblement excité. Je me suis dit, en fait, Steph et Joe ont peur de moi. Et Steph et Joe parlent de moi. Et en fait, ils sont pas dans le déni de mon existence. C'est-à-dire que j'ai une place dans leur vie. Et ça, j'ai trouvé ça génial, d'avoir une place dans leur vie. Et donc, j'ai commencé à fréquenter les endroits qu'ils fréquentaient. Il y a pas très loin de chez nous, un restaurant cambodgien qui est vraiment très sympa. Et je savais qu'ils y allaient assez souvent le week-end. Et je me retrouvais là, ou au bar d'en face, avec vue sur la terrasse. Et je les regardais. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que je sais pas ce que je cherchais. Peut-être que je cherchais un point dans la gueule ou qu'ils me disent écoute, dégage, laisse-nous tranquille. Mais je voulais qu'il se passe quelque chose. Et en fait, plus ça allait, moins il se passait quelque chose. Et je me rendais compte que, bah oui, en fait, j'étais présent dans leur vie, mais qu'ils faisaient d'énormes efforts pour ne pas laisser transparaître ça. Tout cela s'est terminé le jour où je suis allé à leur mariage, alors que je n'avais pas été invité. Comme on habite dans un arrondissement, il s'avère que j'avais vu la date et je me suis dit, bon, bah, il suffit d'aller traîner à la mairie de l'arrondissement le jour de leur mariage et je pourrais être à leur mariage, quoi. Je suis parti d'ici à pied, je me suis habillé normalement. Enfin, dans mon idée, j'allais pas assister à un mariage. C'est-à-dire que je me voyais pas comme l'invité de leur mariage. J'avais envie d'être spectateur de ça, mais je savais que je pouvais pas participer à cette fête. Et donc j'y suis allé, j'avais pas de renseignements sur l'heure exacte, donc j'y suis allé en fin de matinée. Je me rappelle si quand même que c'est là où c'est un peu tordu, c'est que j'avais mis un réveil parce que donc c'était un samedi et en général le samedi je dors, donc pour le coup j'avais mis un réveil histoire d'y être en fin de matinée et je me suis installé dans un café qui fait l'angle en face de la mairie de l'arrondissement. Et puis j'ai attendu et je les ai vus arriver. Et j'étais quand même assez excité de me dire bon bah en fait si ça y est j'y suis et ils sont là et même si j'avais pas l'impression de partager quelque chose parce que vraiment j'étais à part, j'avais une espèce d'excitation et je me suis dit bon qu'est-ce que je fais. La salle des mariages elle doit être ouverte à tous, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et donc j'ai attendu en fait dans ce café que la cérémonie se passe et c'est simplement au moment où ils sont sortis, ils étaient sur ce parvis et où je me suis dit bon bah je vais juste me rapprocher. Donc j'ai traversé, il y a un terre-plein en face de ce boulevard, j'ai traversé le terre-plein. Tu sais, ces panneaux, attention, piéton traversé en 2 fois, ou traversé en 2 temps. Et donc, il y a vraiment eu ce truc de la traversée en 2 temps, où j'ai d'abord traversé le premier truc, et je me suis dit, bon, je me rapproche ou pas. Et tu as ce panneau qui dit traverser en 2 temps, et tu te dis, bon, bah, le deuxième temps est l'étape de plus que j'ai franchie. J'y suis allé et je suis resté là, juste en bas des marches,
avec un vrai sentiment de malaise quand même. Ouais, c'est à ce moment-là où je me suis dit, quand même, ça va loin, quoi. J'étais là sur ce trottoir, il y a les marches du parvis de la mairie. Et en fait, juste monter ces marches, ça aurait été vraiment sans doute franchir une limite à ne pas franchir. Vraiment rentrer, physiquement parlant, dans cette sphère de l'intime à ce moment très précis. J'ai pas l'impression qu'ils m'aient vu, peut-être qu'ils m'ont vu. Toujours est-il que là, en fait, en étant juste au pied de ces marches, c'est là où j'ai vraiment senti qu'il y avait une frontière à pas dépasser et où je suis parti avant la fin de la séance photo, qui était sans doute très belle. J'ai vu les photos, c'était magnifique. Je crois que j'étais content de pas assister à ça, en fait. Que j'étais content de voir les photos, simplement. Ils avaient l'air tellement heureux que je me suis dit, ma place n'est pas ici, quoi. Ne sabotons pas ça. C'était un peu, en un sens, le paroxysme de cette vie merveilleuse qu'ils me donnaient à voir sans vraiment me la donner à voir. Et là, je l'avais sous les yeux, ce truc de bonheur réussi, de concrétisation. Tout était si beau, quoi. Je pense que ça a été aussi, comment dire, en fait, au début de Steph et Joe, il y avait ce côté, on est deux jeunes couples qui s'installent ensemble, et en fait, ça a commencé à prendre des proportions vraiment importantes quand mon histoire à moi a raté. En plus de ce truc de il me refuse un accès qui du coup me rend un peu fou, c'est-à-dire que j'avais tous les jours aussi sous les yeux l'image de mon histoire à moi qui a raté. Et c'est-à-dire que eux, je les voyais s'aimer de plus en plus, continuer à faire du sexe quand toi tu fais plus de sexe parce que de toute façon ton couple est merdique. Et du coup, toi t'es là et tu dis ouais bah c'est bon, d'accord. Ok, c'est bon, moi j'ai raté, vous avez réussi. Et puis après, c'est vrai que le mariage, ça a été un peu le coup de grâce. Bah ouais, super, vous avez réussi. Et bah moi là, je suis tout seul, ouais. Ouais, mon appartement à moi, il est à moitié vide parce qu'elle est partie avec toutes ses affaires. Et donc ouais, j'ai bien l'intention de venir à votre mariage pour vous faire payer. La conclusion de cette histoire, c'est qu'ils ont déménagé. Ils sont partis peu de temps après leur mariage. Je ne sais pas s'ils connaissent les nouveaux locataires, qui entre-temps sont aussi repartis. Mais la première chose qu'ont fait les nouveaux locataires après le départ de Steph et Joe a été de mettre des films opacifiants sur les fenêtres, enfin toutes les fenêtres avec lesquelles il y a un vis-à-vis avec moi. Et donc aujourd'hui, je peux plus voir dans la cuisine des gens qui sont en face et je peux plus voir dans leur chambre. Donc je pense qu'il y a une espèce de volonté de mettre un point final en disant bon bah voilà, cette histoire s'arrête là. Et là, les nouveaux qui sont arrivés, ils sont exceptionnellement beaux. Ils sont vraiment encore plus beaux. Et il s'avère qu'ils ont déménagé en été, donc il faisait chaud et qu'ils avaient toutes les fenêtres ouvertes et que tous les garçons étaient torse nu pour le déménagement. Et genre, j'ai cru devenir ouf, mais vraiment, enfin, je savais plus où donner de la tête. C'était absolument terrible. Et ils étaient là à boire des bières à toutes les fenêtres, que des mecs hyper musclés, trop bien gaulés, avec des tatouages. Et je me suis dit, oh putain, mais ça va hyper mal se passer. Et bien en fait, bon bah t'as ce truc de film opacifiant qui fait que c'est très difficile de rentrer dans leur vie. Et puis, non, je crois que je suis passé à autre chose. Mais bon, ils sont quand même très beaux. Oui, en ce moment, je fréquente plutôt des garçons, ouais. Après, il s'avère que Steph et Joe continuent à mettre beaucoup de choses de leur vie sur Internet et que très régulièrement, je vais encore prendre de leurs nouvelles, mais en arrêtant de vouloir rentrer en contact avec eux. Aux dernières nouvelles, Steph était enceinte et de jumelles. Je crois que c'était une grossesse assez compliquée et donc j'espère que ça s'est bien passé. L'accouchement était prévu là il y a peu de temps. Donc vraiment du fond du cœur, je lui souhaite que ça se soit bien passé. Elle attendait donc de jumelles. En fait, voilà, maintenant c'est devenu un peu comme des espèces de copains de loin en loin dont je prends des nouvelles de temps en temps et ça m'arrive quand même assez souvent de penser à eux et de me dire bah tiens, qu'est-ce qu'ils deviennent et mais par chance, ils continuent comme des grands malades à mettre énormément d'informations à leur sujet sur Internet et je continue à avoir de leurs nouvelles. D'ailleurs, même parfois, j'ai plus de nouvelles d'eux que de gens qui sont mes amis au quotidien et qui ont déménagé dans un autre pays. Mais je pense que de toute façon, j'aurais jamais développé cette relation si eux n'avaient pas commencé. Et toutes les fois où je me suis dit peut-être que tu vas un peu loin,
je me suis dit en même temps, ils l'ont bien cherché, tu vois. Et en fait, ils sont d'une certaine manière aussi pervers que moi, parce que quelle idée, en fait, même encore à l'heure actuelle, tu vois, quelle idée d'aller raconter sur Internet à n'importe qui que, bah oui, t'as un problème avec ta grossesse et tu mets des photos de ton ventre énorme. Je crois qu'à un moment donné, j'aurais dû laisser tranquille Steph et Joe. Mais peut-être à un moment donné, les gens qui publient à tout va, exposent à tout va, ils peuvent aussi laisser tranquille des gens qui n'ont rien demandé. C'est-à-dire que ma perversion, en un sens, elle a été nourrie par leur truc. Et peut-être j'aurais été sain jusqu'à la fin de ma vie si ils n'avaient pas fait ça. C'est eux, sans doute, qui ont fait grandir le monstre. Merci à Baptiste Etchegaray qui a interviewé Hugo, à Lola Costantini pour la réalisation, à Pauline Thompson du groupe Théodore, Paul et Gabriel qui a composé la musique, Dorian Fizel et Pierre Juarez pour le jingle, Mélissa Bounois pour la direction musicale et Jean-Baptiste Aubonnet pour le mixage. Et si vous voulez écouter le prochain épisode, c'est très simple, vous venez sur notre site slate.fr/podcast, sur iTunes, vous tapez transfert, sur le site de notre partenaire Audible. Pareil, le mieux, ceci dit, c'est que vous téléchargez une application sur votre téléphone et vous pouvez aussi venir voir notre page Facebook Slate France Podcast, on mettra les nôtres et on vous fera une sélection de tout ce qu'on écoute par ailleurs. Et si vous avez des histoires qui pourraient nous intéresser, écrivez-nous, podcast au singulier, @slate.fr, on vous lira, on vous répondra. À très vite. Ce podcast vous a été présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate.